Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon jeudi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Mon nom est Jean Saint-Pierre et j'anime l'émission Côte-Nord Attitude. Je serai en compagnie dans quelques instants de mon co-animateur Tommy Auger qui rentre en studio à l'instant. Ça doit être le trafic qui l'a ralenti aujourd'hui. Même pas qu'on me dit, bon, quand même. Fallait que j'aille installer mon matériel à la conférence, dîner-conférence d'Investissement Québec. T'enregistres ça en même temps, toi. Oui, on est à deux places en même temps. Le président-directeur général d'Investissement Québec qui rencontre les gens d'affaires présentement, il va faire le point, entre autres, sur le dossier Mine-Arnaud. On va en reparler au bulletin d'information régionale plus tard cet après-midi. Moi, j'ai une rencontre avec Monsieur Côté en début d'après-midi, après sa conférence devant les membres de la Chambre de commerce. Mais ce midi, à Côte-Nord Attitude, d'abord, on reçoit le chef Mike McKenzie, Tommy. Je me suis rendu au local du conseil de bande ce matin. C'est très actif au local du conseil de bande. C'est un rendez-vous en arrière de l'autre à la porte du bureau du chef, là, ces jours-ci. Le chef de la nation Innu réclame l'ensemble des chefs, d'ailleurs, de la nation Innu réclament de meilleurs investissements dans la lutte antidrogue. On a écrit au directeur général de la Sûreté du Québec, Martin Prudhomme. On parle aussi de différents autres dossiers politiques et économiques avec le chef Mike McKenzie. Une entrevue réalisée il y a quelques minutes à peine qu'on vous propose sur nos ondes vers 12h15. Tu sais que cette fin de semaine, le 20, c'est dimanche, ça, le 20? Ouais, quelque chose comme ça. C'est la Journée internationale des droits de l'enfant. On en profite du côté de la Direction de la protection de la jeunesse Côte-Nord pour parler des droits de l'enfant. C'est ce qu'on va faire ce midi avec la directrice, la DPJ, Madame Marlene Gallagher, la directrice pour toute la Côte-Nord. Elle est basée ici à Sept-Îles. On parle entre autres des statistiques dans notre région. Et on parle quand même de 1055 signalements de situations d'enfants vulnérables retenus en un an sur la Côte-Nord. On explique comment ça fonctionne, la DPJ, les effectifs et tout ça. Donc, on fait le tour du fonctionnement de la direction de la protection de la jeunesse pour notre région Côte-Nord avec la directrice Marlene Gallagher vers 12h25, 12h30 sur nos ondes. Ensuite de ça, Tommy, on fait un retour sur l'événement, la visite de Gabriel Nadeau-Dubois cette semaine. Sept-Îles, faut qu'on se parle. Exactement, c'est une tournée nationale, donc il se déplace un peu partout dans les différentes régions du Québec. Il était accompagné de Maïté Labrec-Saganage, donc une autochtone Cri, qui était très intéressée de venir rencontrer les gens ici parce que dans les thématiques qui avaient été sélectionnées, parmi 10 thèmes, on en choisissait 3, dont la question autochtone. On parle également d'enjeux régionaux et de climat, d'environnement. C'était les 3 thèmes qui avaient été sélectionnés par le public lors de l'inscription sur Internet. On a parlé de beaucoup de choses, donc en 2 parties, cette entrevue. Premièrement, on vous fera entendre les résultats des questions, des discussions qui ont eu lieu en extrait pendant cette soirée-là. Et par la suite, je vous présenterai l'entrevue que j'ai fait avec les 2 animateurs de la soirée que j'avais fait avant même la soirée. Bon, et en fin d'émission, vers 12h50, on s'entretient avec le directeur de l'Institut d'enseignement de Sept-Îles, Jean-Sébastien Roy. On sait que l'école privée tient sa journée porte ouverte ce dimanche. Il y a plein de programmes autour de l'Institut d'enseignement de l'école secondaire privée. Également, on va parler de cette grande fête qui s'organise au printemps prochain. L'école de la rue Gamache a 40 ans cette année. Wow. Alors, on va souligner ça. On le souligne tout au cours de l'année, mais on va le faire d'une façon grandiose le printemps prochain du côté de l'IESI. Voilà pour le contenu de notre émission Côte-Nord Attitude. Avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM.
Ben d'abord, le mauvais temps a occasionné quand même quelques dégâts sur la Côte-Nord. On parle entre autres du chemin de la réserve faunique de Port-Cartier, ainsi que la route 138 légèrement endommagée près de Rivière-au-Tonnerre. Sinon, le mauvais temps, ça sévit surtout en fin d'après-midi hier. À Sept-Îles, les vents les plus forts ont soufflé jusqu'à 64 à 69 km/h entre 16h et 20h. La plus haute marée a atteint 3,55 mètres de hauteur. La période de grande marée de proximité et la proximité de la Lune ont fait craindre des débordements hier. Il y a le traversier entre Matane et la Côte-Nord qui a été redirigé de Godbout vers Bécomo. Mais là, c'est beaucoup plus calme aujourd'hui pour les prochains jours. La deuxième édition du concours des Dragons s'organise en mars 2017 avec des projets à Sept-Îles et Port-Cartier. Le Carrefour Jeunesse Emploi a profité de la Journée nationale de la culture entrepreneuriale pour en faire le lancement hier. Le concours se base sur le principe de l'émission de télévision. Les Dragons forment un jury d'experts en économie régionale. Sandra Blais, restauratrice, Serge Parent de la Caisse des Jardins de Sept-Îles, Bernard Hébert de PCR Plus de Port-Cartier, Jacques Lafrance des Dépanneurs 7 jours, Marc Pelletier de Vitrerie Nord-Cristal et Isabelle Ross du Pub Saint-Marc s'impliquent comme Dragons pour l'édition 2017. Un volet scolaire se rajoute à l'événement avec un concours dans les écoles secondaires. Le maire de Sept-Îles entend bien être actif au sommet sur le transport aérien régional organisé par le gouvernement du Québec. Régent Porlier représente la Côte-Nord au sein du comité sur les aéroports régionaux de l'Union des municipalités du Québec. Le maire soutient qu'il est difficile de développer une région comme Sept-Îles lorsque les billets d'avion Montréal-Sept-Îles coûtent plus cher que Montréal-Paris. Il estime que la situation de la Côte-Nord en matière de tarifs aériens est déjà bien connue des deux gouvernements supérieurs, et ce depuis longtemps. Il espère donc que des solutions concrètes émergent cette fois lors du sommet qui réunira l'ensemble des transporteurs aériens, des entreprises et des intervenants concernés et aura pour but notamment de maximiser et d'améliorer l'accessibilité au transport aérien régional. Le sujet qui retient l'attention beaucoup ces temps-ci, le Centre intégré de santé de la Côte-Nord ne versera plus aucune subvention au Centre d'action bénévole de Sept-Îles. Le CI3S de la Côte-Nord dépose même une plainte à la Sûreté du Québec pour qu'une enquête policière soit menée. Une firme comptable indépendante a fait rapport de son enquête auprès du Centre d'action bénévole. Elle rapporte des lacunes majeures concernant le contrôle des finances internes, la gouvernance et la gestion du personnel. Le rapport indique aussi que certaines dépenses effectuées par le CAB de Sept-Îles sont difficilement justifiables. Le CI3S Côte-Nord cherche des solutions pour maintenir certains services à la population comme la popote roulante, l'accompagnement de personnes qui ont des rendez-vous pour leur santé et le centre de jour. Le Centre d'action bénévole recevait 251 800 $ par année en subvention du Centre intégré de santé, dont 151 800 $ dans le cadre du programme de soutien aux organismes communautaires. On travaille fort dans ce dossier là du côté du 6 Côte-Nord pour maintenir les services. Aujourd'hui, la popote roulante a fonctionné quand même. On a appelé tous les utilisateurs des services importants comme le programme PER. Hier, on a parlé à ces gens-là. On discute avec la ville également pour utiliser des locaux pour réouvrir le centre de jour lundi. Donc, on nous assure du côté du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord qu'il n'y a pas de bris de service. Il y a quand même certaines conséquences suite à la situation du Centre d'action bénévole. Il n'y aura entre autres pas d'opération Nez Rouge à Sept-Îles. L'organisme avait été sélectionné. C'est le CAB qui devait être maître d'œuvre du service de raccompagnement. Les dirigeants de l'opération Nez Rouge ont pris connaissance des conclusions de la vérification comptable indépendante concernant le Centre d'action bénévole qui devait être son partenaire. Et on a décidé qu'on ne pouvait pas aller de l'avant cette année dans ce contexte. À un peu plus d'une semaine du début de l'opération, il était aussi impossible pour un autre organisme de prendre la relève pour tenir la campagne à Sept-Îles. La première édition de Nez Rouge à Sept-Îles, donc, s'est reportée à 2017. Voilà pour ces actualités régionales. Dans 2 petites minutes en entrevue, le chef de la communauté de Ouachat-Macmal, Mike McKenzie, est avec nous. Attitude. L'entretien de votre voiture vous stresse? Chez Point S, service du pneu PJL, le pneu Ultra Grip Ice WRT. Pour des conditions hivernales variables. Le composé de bande conçu pour la glace offre une adhérence accrue sur les routes couvertes de glace et de neige d'une saison à l'autre. Des prix sans stress, c'est une de nos promesses. Pas de stress,
y a .S. Chez votre détaillant .S, service du pneu PJL, 354 L'Or à Sept-Îles. Financement disponible sur place. Nouvel arrivage au plus grand magasin de liquidation sur la Côte-Nord à Sept-Îles. La liquidation du 460 Place du Commerce a reçu plus de 150 000 $ de nouveautés. De plus, ils sont maintenant dépositaires d'une filiale Costco. Et oui, vous avez bien entendu, j'ai dit d'une filiale Costco. Donc, plus de choix et des nouveautés à la liquidation toutes les 2 semaines. N'oubliez pas, la liquidation du 460 Place du Commerce vous offre le financement de vos rêves. Aucun crédit refusé. Passez-nous voir. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord tient à informer les personnes qui bénéficiaient des services du Centre d'action bénévole de Sept-Îles que les services sont maintenus. Si vous receviez des services de popote roulante, de transport et accompagnement, du programme PER ou du centre de jour et que vous avez besoin d'informations, veuillez contacter Marjolaine au 88 962 25 72 poste 41 75. 88 962 25 72 poste 41 75. Merci de votre collaboration. Alex ne peut pas voir la différence, mais les pneus ne sont pas tous pareils. Seul le conseiller technique Ford d'Alex a l'expertise pour trouver les pneus d'hiver parfaits pour le véhicule d'Alex, selon ses habitudes de conduite et les conditions routières de sa région. En plus, personne ne vend les pneus d'Alex à meilleur prix. Et contrairement aux autres garages, Alex aura droit à une consultation privée. Avec un service personnalisé, Alex sait qu'il ne recevra pas par accident ce qu'il y a de mieux pour Alexis ou Alexandra. Lorsqu'il s'agit de votre Ford, faites comme Alex, méfiez-vous des autres pièces. Visitez votre détaillant ou serviceford.ca pour les détails. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Je suis en entrevue avec le chef de la communauté de Ouachat-Macmaliottenam, Mike McKenzie. Comme vous le savez, il y a plusieurs dossiers judiciaires dans la communauté qu'on ne peut pas aborder dans une entrevue. On va parler de beaucoup de choses qui se passent au conseil de bande sur le plan politique, économique et des services de sécurité publique également, la lutte antidrogue. Mike McKenzie, bonjour. Oui, bonjour. D'abord, au conseil de bande, là, il y a quand même, on a une gestion très, très large. On mène beaucoup de dossiers santé, éducation, c'est connu. Aussi les logements. Il y a quand même beaucoup d'activités autour du conseil ITOM actuellement, là. Oui, il y a toujours beaucoup de dossiers politiques, comme tu mentionnais tantôt en introduction. On a beaucoup de dossiers, que ce soit en matière de développement économique, en développement social, au niveau des problèmes sociaux qu'on vit toujours dans la communauté. Puis que actuellement, ce qui est important, ce qu'on a envoyé en matière de sécurité publique, pour moi, c'était très important là, comme chef de la communauté de Ouachat-Macmaliottenam, la sécurité publique. Fait qu'on parle beaucoup de la lutte contre le crime organisé ou même au niveau des stupéfiants là, qu'on lutte toujours auprès de la région Côte-Nord. Fait que nous, comme corps policier, le chef de police a envoyé une lettre là concernant que la direction envisage de créer des escouades d'enquête ou de coordination sur le crime organisé ou même des enquêtes au niveau de la MRC. Puis pour nous, je pense que c'est important que notre corps policier soit impliqué dans cette escouade. Mm-hmm. On attend justement là, le rapport de l'enquête, la fameuse enquête du coroner qui a eu lieu suite au suicide dans la communauté en 2015. C'est ce qu'on veut contrer, la détresse là. Moi, j'ai fait un article avec un conseiller des volants récemment concernant le badminton, l'investissement dans les passions des jeunes, autant dans les sports que dans les arts. On cherche des solutions pour contrer non seulement le suicide, mais toute la détresse des jeunes et des gens de la communauté. Tout à fait. On en regarde toujours, comme tu mentionnes tantôt, en novembre 2015, j'avais réclamé déjà une création d'une escouade policière mixte là, lors de l'enquête publique du coroner là, sur les 5 suicides qui sont survenus à Ouachat-Macmaliottenam. Puis je pense que ça a été quand même une chose qui est très primordiale, je pense, que ce soit la communauté de Ouachat-Macmaliottenam, cette île, parce que quand même, c'est un carrefour ici, là, à cette île, je pense que c'est un carrefour où que le monde peut transporter des stupéfiants vers le train des passagers qui part de Shefferville. Il y a du monde aussi au niveau d'aviation aussi qui part vers la basse Côte-Nord. Fait tout, pour nous, je pense, tout transige sur la Côte-Nord. Fait que moi, personnellement, je pense comme corps policier qu'on a, je pense qu'on peut donner un coup de main par rapport à d'autres corps policiers comme la SQ, comme la GRC. Je pense qu'il y a déjà eu ultérieurement, il y a quelques années, je pense, là, il y avait eu une escouade qui s'appelait CAC. Je pense qu'il y a eu une bonne relation par rapport à cette création-là. Je pense qu'on est rendu à une étape importante pour
donner aussi un apport auprès des Premières Nations. J'ai justement parlé à votre directeur de la sécurité publique, la SPUM, là, à Ouachat-Maliotenam. C'est quand même bien, le corps policier a évolué. D'après ce que j'ai pu constater, c'est très majoritairement des Inuits qui sont à l'emploi de la SPUM et qui sont compétents pour faire tout le travail d'un policier, là, actuellement. On a même de plus en plus d'Inuits qui sont engagés par la Sûreté du Québec et tout ça. Finalement, on le voit quand vos gens vont chercher une compétence dans un domaine qui est géré par votre conseil de bande, on les engage, les Inuits compétents, là. Exactement. On fait la même procédure qu'un policier de la SQ. Je pense qu'on a l'école nationale là, qui est située à Nicolette. Nos jeunes vont là. Au cégep, on a le cégep d'Alma, puis d'autres cégeps que nos jeunes vont aller étudier pour devenir un policier de la communauté. Puis de plus en plus, comme tu mentionnes, plusieurs Inuits travaillent auprès du corps policier de la sécurité publique Ouachat-Maliotenam. Puis on a beaucoup aussi amené une expertise en rapport avec d'autres communautés. On travaille sur la nation actuellement. J'ai demandé une lettre d'appui. On a envoyé une lettre à M. Martin Prudhomme, le directeur général de la SQ, pour avoir un appui par rapport à ce qu'on demande là, sur le renforcement de la lutte contre le crime organisé. Fait que l'ensemble des chefs Inuits ont signé. On a envoyé la lettre très récemment, le 8 novembre. Fait qu'on attend quand même des nouvelles par rapport à ça. Puis, on a beaucoup de discussions entre les chefs par rapport à d'avoir un corps policier régional Inuit qui serait chapeauté par la sécurité publique de Ouachat-Maliotenam. Le directeur de la SPUM, justement, m'a dit qu'il y en a une escouade locale là, avec la SQ qui travaille vraiment la lutte anti-drogue, mais juste dans la communauté de Ouachat-Maliotenam. Il me dit, M. Malek, le Rénal Malek, que c'est quand même assez efficace. Ça pourrait être le même genre d'escouade, mais avec un mandat plus large. Exactement. Fait que on démontre aussi qu'on a l'expertise pour faire des enquêtes. Tu sais. Le chef de police te l'a mentionné. Puis je pense qu'il faut aller au-delà. On regarde ce qui se passe au niveau des corps policiers autochtones versus avec la SQ. Je pense que les Premières Nations ont besoin de leur propre corps policier autochtone. On connaît nos réalités. Je vois des rapports au niveau d'activités au niveau policier dans les communautés. Je vois beaucoup d'infractions qui sont émises en analysant la municipalité puis les communautés. Je trouve qu'il y a beaucoup d'interventions auprès des communautés que plutôt au niveau municipalité. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Puis nous, on prend les devants partout. Là, quand on regarde au niveau des corps policiers, on appelle Samé qui a son corps policier, Ouachat-Maliotenam, Master-Riach. Mais tout ce qui concerne à Basse-Côte-Nord, Chef-Harville est desservi par la SQ, Natashquan est desservi par la SQ, la Romaine, Pacois a son corps policier. Aussi, qui est plus fait que je pense, pour moi, personnellement, comme chef, je pense qu'en ayant un corps policier régional, ça coûtera encore moins dispendieux, peut-être, à opérer. Puis, on pourrait quand même former du monde par l'entremise de notre corps policier de Ouachat-Maliotenam. Un des problèmes, c'est une question d'argent, si je comprends bien. J'ai parlé aussi à Jean-Claude Terrien-Pinette puis à Jean-Charles Pietachot, le chef d'Equanichit. Là, on n'a pas d'argent nécessairement. Dans le fond, la défense des citoyens de Mingan, c'est inclus dans le budget de la Sûreté du Québec et non pas dans le budget d'un conseil de bande. Là. Il faudrait trouver de l'argent quelque part pour avoir ce corps policier autochtone sur la Côte-Nord. Ben oui, évidemment. C'est encore très sous-financier, les corps policiers, même autochtones. Nous, quand même, là, on a quand même un sous-financement de près entre 500 et 600 000 là, pour opérer notre corps policier actuellement. Fait qu'on travaille toujours à avoir un peu plus de financement auprès des gouvernements, que ce soit fédéral ou provincial. Mm-hmm. Et donc, ça pourrait être la SPUM, carrément, quoi, qui deviendrait le corps policier pour l'ensemble des Inuits de la Côte-Nord? Mais l'objectif premier, c'est la SPUM chapeauterait le dossier au niveau du corps policier régional, puis que chaque communauté qui fait partie du corps policier régional qu'on veut créer aura sa place comme le conseil d'administration qui serait régional. Puis peut-être qu'un jour, on changerait de corps policier, que le corps policier serait nommé comme un corps policier régional de la nation Innu. Mm-hmm. C'est le but aussi du projet. Et là, c'est à plus long terme. Là, on se donne du temps. Tous les chefs semblent derrière le projet. Il reste à convaincre peut-être la Sûreté du Québec, éventuellement le gouvernement fédéral aussi. Ben peut-être pas la SQ, mais
plutôt, je pense, la sécurité publique du Québec puis du Canada à convaincre. Puis je te dirais, on a fait beaucoup d'interventions. On a déposé des rapports pour avoir une organisation régionale auprès de la sécurité publique. Je pense qu'il faut continuer à marteler des interventions auprès de la sécurité publique. Autre dossier en terminant, Mike McKenzie, parlons un petit peu de l'éducation. C'est un des mandats que gère le conseil de bande. Vous avez 3 écoles ici à Ouachette-Macmalieu-Tenam. Je voyais une lettre de démission récemment de Madame Yvette Vachon, qui est quand même une enseignante là, qui a une certaine notoriété dans le domaine de l'enseignement, une pionnière dans la nation Innu même. Madame Vachon est connue aussi pour ses opinions politiques, là, mais ce qu'elle dit en gros, c'est qu'elle voudrait que les jeunes Innu soient formés par des Innu dans les écoles. C'est comme pour bien d'autres services, on engage beaucoup de blancs au conseil de bande, mais c'est pas parce qu'on veut pas engager des Inuits compétents, là. Exactement. Premièrement, on a quand même une convention des enseignants, là, qui a auprès du conseil de bande, qui sont quand même très, très bien rémunérés, nos enseignants qui enseignent dans nos 3 écoles. Ce qui est important de mentionner dans les conventions d'enseignants, l'exemple, quand un enseignant autochtone finit son bac en enseignement, il arrive dans la communauté, le dernier qui provient pas de la communauté, que ce soit un autochtone, prend la place. C'est automatique. C'est automatique. Donc, il est engagé automatiquement. Quelqu'un qui a un bac en enseignement ne peut pas chômer à Ouachette-Macmalieu-Tenam s'il est Innu. Ben non, regarde, le but premier, c'est d'avoir de l'autodétermination, là, auprès de nos écoles, d'avoir des enseignants autochtones. Ça a toujours été la vision de la communauté, c'est d'avoir des autochtones forts. Je suis en entrevue avec le chef de la communauté de Ouachette-Macmalieu-Tenam, Mike McKenzie. Comme vous le savez, il y a plusieurs dossiers judiciaires dans la communauté qu'on ne peut pas aborder dans une entrevue. On va parler de beaucoup de choses qui se passent au conseil de bande sur le plan politique, économique et des services de sécurité publique également, la lutte anti-drogue. Mike McKenzie, bonjour. Oui, bonjour. D'abord, au conseil de bande, là, il y a quand même, on a une gestion très, très large. On mène beaucoup de dossiers, santé, éducation, c'est connu. Aussi les logements. Il y a quand même beaucoup d'activités autour du conseil ITOM actuellement, là. Oui, il y a toujours beaucoup de dossiers politiques, comme tu mentionnais. Oh, il y a une petite erreur dans le montage de cette entrevue. Donc, voilà, on est en entrevue avec le chef de Ouachette-Macmalieu-Tenam, Mike McKenzie, réalisé un peu plus tôt ce matin. Et dans quelques instants, on s'entretient avec la directrice de la protection de la jeunesse pour la Côte-Nord. Dimanche, c'est la journée mondiale, la journée internationale des droits de l'enfant. On parle de la situation de la DPJ chez nous, sur la Côte-Nord. Attitude. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, notre plus grande réussite, votre satisfaction. Un accueil chaleureux, une équipe professionnelle, implantée dans son milieu depuis plus de 25 ans. Faites-nous confiance pour un service complet de dentisterie familiale. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté est non seulement reconnu pour ses services en implantologie, mais également pour ceux d'orthodontie et de restauration dentaire en céramique. Prenez rendez-vous avec nous, 88 968 1717. Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, 801 Boulevard L'Art. L'hiver est à nos portes et Honda Récréatif Sept-Îles fête ça avec vous. Ce jeudi, vendredi, samedi, c'est nos journées portes ouvertes. 30% de rabais sur tous les casques HJC en inventaire. Snowcross Full Face modulaire. Plus, on paie les taxes sur tous nos vêtements d'hiver. Et encore plus, pour 3 jours seulement, jusqu'à 3,68% en taux d'intérêt sur nos motoneiges neuves. Jeudi, vendredi, samedi! Commencez donc l'hiver du bon pied avec Honda Récréatif Sept-Îles. Le café gratuit McCafé est de retour. Du 14 au 20 novembre, savourez notre délicieux café McCafé de torréfaction supérieure gratuitement. Une torréfaction mi-noire pour un goût riche et corsé parfaitement équilibré. C'est notre façon de remercier ceux qui ont fait de notre café leur café. Vous n'y avez pas encore goûté? Du 14 au 20 novembre, obtenez un café de torréfaction supérieure McCafé petit format gratuitement. McCafé, le café autrement. Dans les restaurants McDonald's du Canada participants. Tous les détails au restaurant. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Un bilan de la direction de la protection de la jeunesse pour la Côte-Nord, pour l'Est du Québec et pour tout le Québec est lancé aujourd'hui. On parle par la même occasion. En fait, on a un thème autour de ce lancement également. Le Centre intégré de santé et de services sociaux a publié le 13e bilan annuel de la TPJ pour la Côte-Nord. Madame Marlene Gallagher est directrice de la protection de la jeunesse. Bonjour, madame. Bonjour, Monsieur Saint-Pierre. On parle de quand même une organisation assez imposante au niveau de la DPJ. Là, nous, on est dans le secteur 7
Sept-Îles, Port-Cartier. Ici, vous avez quand même pas mal d'effectifs pour répondre à votre mission. On a effectivement des effectifs, je dirais, partout sur la Côte-Nord, que ça soit des Escoumins jusqu'à Blasse-Sablon, en passant par Fermont et Schefferville. Et effectivement, dans nos deux grands pôles, Bécomo et Sept-Îles, c'est là ce qu'on retrouve le plus d'effectifs pour répondre aux besoins. Ce qu'on publie aujourd'hui, c'est certains chiffres, une hausse des signalements pour la Côte-Nord. Je trouve un peu curieux qu'on publie un bilan à la DPJ avec un thème comme celui-là. C'est les mauvais traitements psychologiques, un mal silencieux. C'est qu'on s'est aperçu au fil des ans qu'on a un problème au niveau de ce genre de mauvais traitements. Ben, le thème a été choisi justement parce que c'est un mal silencieux. Quand on pense aux enfants que la protection de la jeunesse s'occupe. Dans l'imaginaire des gens, on va souvent penser aux enfants qui sont victimes d'abus physiques, d'abus sexuels, de négligence grave. Donc souvent dans notre tête, on va voir des enfants qui sont dans des milieux dysfonctionnels, avec des gens qui sont des parents toxicomanes et j'en passe. Tandis que tous les mauvais traitements psychologiques, c'est vécu à l'intérieur du domicile. C'est un mal qui est effectivement silencieux et souvent, c'est dans des familles ordinaires, qu'il n'y a pas de discrimination au niveau des classes socio-économiques, au niveau de la scolarité des parents. Donc, c'est effectivement... Je suis en entrevue avec le chef de la communauté de Ouachat-Macmaliotena, Mike McKenzie. Comme vous le savez, il y a plusieurs dossiers judiciaires dans la communauté qu'on ne peut pas aborder dans une entrevue. On va parler de beaucoup de choses qui se passent au conseil de bande sur le plan politique, économique et des services de sécurité publique également, la lutte anti-drogue. Mike McKenzie, bonjour. Oui, bonjour. D'abord, au conseil de bande, là, il y a quand même, on a une gestion très, très large. On mène beaucoup de dossiers santé, éducation, c'est connu. Aussi les logements. Il y a quand même beaucoup d'activités autour du conseil ITOM actuellement, là. Oui, il y a toujours beaucoup de dossiers politiques, comme tu mentionnais tantôt en introduction. On a beaucoup de dossiers, que ce soit en matière de développement économique, en développement social, au niveau des problèmes sociaux qu'on vit toujours dans la communauté. Mercredi ou jeudi. OK. Moi, je suis préenregistré. Pouvez-vous juste me donner... La température est grise ce matin. Oui, vous avez la super lune cette nuit. Bon, désolé, on a eu des petits problèmes techniques avec l'entrevue avec Mme Marlene Gallagher qui a été enregistrée en début de semaine. Voici cette entrevue, la bonne version cette fois. On va parler de la Journée internationale des droits de l'enfant. Ça s'en vient le 20 novembre. En fait, la Convention internationale des droits de l'enfant a été rédigée par l'Organisation des Nations unies et adoptée en 1989, le 20 novembre. Madame Marlene Gallagher est directrice de la protection de la jeunesse pour la Côte-Nord. Bonjour, Madame Gallagher. Bonjour, Monsieur Saint-Pierre. Dites-moi, chez nous, au Québec, là, si on se compare au reste du monde, bien sûr, on l'a signé, nous, la Convention internationale des droits de l'enfant. On a une bonne loi de la protection à la jeunesse chez vous, chez nous? On a effectivement une loi qui au niveau international a fait l'objet de beaucoup d'études, entre autres avec nos amis français, avec les gens de la Grande-Bretagne. Ça fait plus de 37 ans que la loi de la protection de la jeunesse est adoptée et mise en application du côté du Québec. Mm-hmm. En plus de la loi, bien sûr, ça prend toute une organisation. C'est ce qu'on a, la direction de la protection de la jeunesse. C'est étendu, là. Si on prend l'exemple de la Côte-Nord, on est partout, hein? On est partout. On a du personnel qui œuvre de Sacré-Cœur jusqu'à Blasse-Sablon, tout en passant par Fermont et Schefferville. Fait que oui, on est présent partout sur la Côte-Nord. Mais comme disent, je pense, les Africains, là, ça prend tout un village pour élever des enfants. C'est beaucoup basé sur les signalements. C'est chacun qui est un peu responsable de la sécurité de nos enfants, même si c'est pas les nôtres en propre, là. Tout à fait. Et avant qu'un enfant soit signalé à la protection de la jeunesse, évidemment, il y a tout un système, soit le système scolaire, les garderies, les familles élargies, qui prennent soin de façon générale très bien des enfants. Par contre, dans certaines situations un peu plus particulières ou quand les parents sont en difficulté et que le milieu n'a pas réussi à aider les enfants à travers
tous les services qu'ils peuvent donner ou l'entraide qui peut se donner, bien effectivement, là, il y a des enfants qui nous sont signalés et on a l'obligation, évidemment, d'aller rencontrer les enfants, voir la famille, les milieux élargis, pour tenter de trouver les solutions pour rétablir le développement et la sécurité des enfants. Là. Si on essaie de faire parler un peu les chiffres pour la Côte-Nord, Mme Gallagher, là, au cours de la dernière année, le dernier bilan de la DPJ Côte-Nord, on parle de 1055 signalements de situations d'enfants vulnérables qui ont été retenus. Ça veut dire qu'on en a reçu bien plus. Là. On analyse tout ce qu'on reçoit comme signalement. Oui, tout à fait. On reçoit en moyenne à peu près 2900, 2800 signalements par année. Quand on donne les chiffres par année, des fois, ça nous donne pas tout à fait l'idée de l'importance. C'est à peu près 8 enfants par jour qui sont signalés à la protection de la jeunesse sur la Côte-Nord. Donc, de ces 8 enfants-là, évidemment, on ne va pas retenir tous ces signalements-là. C'est à peu près, comme vous avez bien mentionné, à peu près 1055 signalements retenus. Donc là, on va un peu plus loin dans notre enquête, mais c'est 8 enfants par jour qui nous sont signalés. Est-ce que c'est en hausse d'une année à l'autre, dites-moi, pour une région comme la nôtre, Mme Gallagher? Malheureusement, on est une région au Québec où l'augmentation des signalements se voit d'année en année. Habituellement, la province, il y a une hausse de signalements d'à peu près 1%. La Côte-Nord se situe toujours entre 10 et 17-18% d'augmentation de signalements reçus. Non, c'est pas retenu, mais de signalements reçus. C'est sûr que dans les dernières années, la situation socio-économique n'est pas étrangère à une hausse de signalement. Et il faut dire aussi que les gens ont une très bonne connaissance, je crois, de la protection de la jeunesse et n'hésitent pas à signaler quand ils sont préoccupés pour une situation d'enfant. Donc ça, c'est un bon signe aussi que la population a des yeux et des oreilles pour les enfants, puis ils sont préoccupés. Donc, ils nous les signalent pour être sûr que ces enfants-là grandissent dans des conditions adéquates. Oui. Et bien sûr, vos statistiques à la DPJ Côte-Nord, ça inclut aussi tout le travail qui se fait dans les communautés autochtones. Là, on entend souvent parler de la détresse dans les communautés. Il y a eu cette enquête sur des suicides chez des jeunes là, à Ouachat, Maliotenam. On travaille en collaboration, même s'ils ont leur propre service dans ces communautés-là? On est en collaboration étroite avec les communautés parce que je suis la DPJ pour tous les enfants de la Côte-Nord, donc ça inclut tous les enfants autochtones. Fait que pour moi, je fais pas de distinction entre les services des communautés, des Premières Nations et des services de ma propre communauté. Donc effectivement, on a un travail de collaboration étroite qui se fait et dans les dernières années, la majorité des communautés ont mis en place des services de première ligne pour les enfants et on commence à voir l'effet de services diversifiés pour les enfants dans les communautés. Donc, on poursuit ce chemin-là et ça va être, en tout cas, à mon sens, très prometteur. Si on regarde les signalements qu'on a retenus dans notre région au cours de la dernière année, on parle quand même de 43% des 1055 signalements là, qui concernent la négligence ou des risques sérieux de négligence. Il y a encore beaucoup d'abus physiques aussi dans notre région, de mauvais traitements psychologiques. On le sait, l'an dernier, on avait beaucoup insisté sur les mauvais traitements psychologiques, les conséquences de ça. Malheureusement, il y a encore des enfants qui sont pas bien dans leur milieu, là. Ah, tout à fait. On a des enfants qui vivent des contextes en très bas âge, qui ont un vécu déjà très lourd, de parents qui, pour toutes sortes de raisons, soit des raisons de toxicomanie, de perte d'emploi, de limites personnelles à être capable de répondre aux besoins d'un enfant, qu'on retrouve des enfants qui sont dans des situations qui, heureusement, le Québec s'est doté d'une loi pour être capable de les protéger, d'être capable de s'occuper aussi des parents, pour s'assurer qu'ils comprennent les besoins des enfants et de voir comment on peut les soutenir pour qu'ils développent leurs habiletés et leurs compétences parentales. Ce qu'il faut développer comme réflexe pour les parents, mais pour l'ensemble des citoyens, finalement, c'est de ne pas hésiter à contacter la DPJ quand on a un doute là, qu'un enfant n'est pas bien, vit une situation de vulnérabilité. On encourage les gens, pas nécessairement à dénoncer, mais à signaler une situation qui nous semble anormale.
Oui. Ou inconfortable pour un enfant quelconque, hein? Oui, et quand on est préoccupé par la situation d'un enfant, quand on appelle à nos services là, de rétention et traitement des signalements, mon personnel a aussi la responsabilité de diriger les gens ou de les conseiller dans la façon qu'ils pourraient aborder le sujet avec les parents ou avec l'enfant ou avec l'entourage, parce que par moment, la famille élargie ou le voisinage ont aussi une bonne influence auprès de certains parents qui par moment se rendent pas compte de l'impact de leur comportement ou de leurs gestes ou de leurs paroles sur leurs enfants. Et des fois, juste de le nommer peut faire en sorte que les gens vont prendre conscience qu'ils ont besoin d'aide. Et les gens, effectivement, sur la Côte-Nord, n'hésitent pas à nous appeler et c'est ce qu'on doit continuer à faire. Ah oui, même dans les petits villages, des fois, dans certains quartiers, certaines communautés, on n'ose pas trop parler de ses voisins. Là, on préfère laisser ça à d'autres. On se dit peut-être les professeurs, l'école vont le faire, mais c'est bon aussi pour tout le monde de surveiller ce qui se passe dans sa cour, finalement. Et de toute façon, nous, on préfère recevoir peut-être de l'information, la même information sur la tête d'un enfant, de deux, trois personnes, que de présumer qu'une autre personne va le faire. Et en plus, la loi de la protection de la jeunesse au Québec est très bien faite parce qu'elle protège l'anonymat du signalant. Les gens peuvent même nous appeler et pas se nommer, juste dire « je suis inquiet pour tel enfant à telle adresse » sans nous nommer leur nom. Et s'ils nomment leur nom et tout ça, les gens n'ont pas à se préoccuper. C'est probablement une des meilleures garanties qu'on peut avoir dans la loi de la protection de la jeunesse, c'est toute la confidentialité qui entoure le signalant. En même temps, on vous associe souvent la DPJ aux familles d'accueil, aux centres jeunesse, mais c'est vraiment le dernier recours pour vos intervenants de sortir un enfant de son milieu familial. On essaie d'abord d'aider cette famille-là. La majorité des enfants qui sont suivis en protection de la jeunesse sont suivis dans leur milieu naturel. Ça veut dire qu'ils sont chez leurs parents. On a une autre partie d'enfants qui, effectivement, quand on est obligé de retirer l'enfant de son milieu, le premier milieu qu'on va investir, c'est le milieu élargi. Donc, un oncle, une tante, ça peut être un bon ami de la famille. Et en Côte-Nord, on a développé beaucoup plus cette approche-là que l'approche famille d'accueil et en centre de réadaptation. On a effectivement des enfants qui ont besoin de réadaptation, qui ont besoin de réapprendre, je vous dirais, à composer avec la réalité de la vie de tous les jours. Donc, on aura toujours besoin de centres de réadaptation. On aura toujours besoin aussi de familles d'accueil, parce que c'est pas toutes les familles sur la Côte-Nord qui ont un réseau qui va être constructif pour les enfants ou minimalement même un réseau autour d'eux. On a quand même certaines familles qui viennent de l'extérieur de la région, ce qui fait qu'elles sont un peu plus isolées et quand on est obligé de retirer les enfants, bien effectivement, on a absolument besoin d'un réseau de familles d'accueil. En terminant, Mme Gallagher, la Côte-Nord, c'est pas facile à desservir avec un service comme la DPJ. Là, il y a des communautés complètement dans le nord. Il y a la Basse-Côte qui est pas reliée par route. Il y a l'île d'Anticosti. Il y a des jeunes partout sur notre territoire. Est-ce que vous considérez que vous avez les effectifs nécessaires? Là, je parlais il y a quelques minutes avec le président du Centre intégré de santé. Entre autres, on parlait des problèmes de pénurie ou de difficultés de recrutement pour les psychologues. Chez vous, à la DPJ, vous avez une équipe pour répondre à votre mandat sur ce vaste territoire compliqué qu'est la Côte-Nord. On a le personnel, nos plans de poste qui sont prévus dans notre organisation nous permettent de répondre aux besoins des jeunes. Mais évidemment, la Côte-Nord a toujours une certaine difficulté, entre autres la protection de la jeunesse, de recruter du personnel pour des postes dont notre personnel est soit en retrait préventif, qui sont en congé de maternité. Donc, effectivement, c'est pas toujours simple, mais on y arrive assez bien. Et j'ai un personnel vraiment dédié à la cause, ce qui fait que j'ai des gens, des fois de cette île, qui vont aller donner un coup de main dans nos territoires qui ont un peu plus de difficultés au niveau parce qu'il manque de personnel. Donc, j'ai un personnel qui croit en la cause et qui sont extrêmement engagés, ce qui est très aidant pour être capable d'actualiser mon mandat sur la Côte-Nord. Là, j'aurais pas du personnel aussi engagé et je pense que j'y arriverai pas. Eh bien, Mme Marlène Gallagher, je rappelle que vous êtes directrice de la protection de la jeunesse sur la Côte-Nord. On va vous souhaiter une bonne journée du 20 novembre. Hein, c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Ça tombe dimanche. Vous allez pouvoir fêter ça tranquille. Tout à fait. Puis en pouvant profiter de voir la belle jeunesse de la Côte-Nord aussi. Un gros merci pour l'entrevue. Merci beaucoup. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude.
Envie d'économiser gros sur les meilleurs cadeaux? Du samedi 19 au vendredi 25 novembre chez Pharmaprix, économisez gros dans le cadre du super solde des fêtes. Vous trouverez d'incroyables aubaines sur les consoles de jeux vidéo, les téléviseurs, les tablettes, les jouets de marque, le chocolat, les parfums et plus encore. Rendez-vous donc chez Pharmaprix du 19 au 25 novembre pour profiter du super solde des fêtes. Achetez des cadeaux, économisez gros, partez content. Des restrictions s'appliquent, détails en magasin. La poissonnerie Fortier recevra ce jeudi à 15h un arrivage de crevettes fraîches. Il y en aura pour tout le monde et n'oubliez pas de surveiller notre page Facebook pour vous tenir à l'affût d'autres arrivages. La poissonnerie Fortier vous accueille toujours avec le même excellent service au 1 Père Divet 962-9187. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, notre plus grande réussite, votre satisfaction. Un accueil chaleureux, une équipe professionnelle, implantée dans son milieu depuis plus de 25 ans. Faites-nous confiance pour un service complet de dentisterie familiale. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté est non seulement reconnu pour ses services en implantologie, mais également pour ceux d'orthodontie et de restauration dentaire en céramique. Prenez rendez-vous avec nous, 88 968 17 17. Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, 801 Boulevard L'Or. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Tommy, t'as assisté, toi, à l'événement. Whoop-a-da, il faut que j'arrête ça, moi. Ben oui, pars pas la machine avant que je les aille présenter. Donc oui, j'étais du côté du Cégep de Sept-Îles pour la consultation publique, la tournée de la consultation publique. Faut qu'on se parle avec Gabriel Nadeau-Dubois et Maïté Labrec-Saganache. On vous présente ce bloc en deux parties. Donc, en première partie, un résumé des discussions qui ont eu lieu sous 3 thèmes: environnement, peuple autochtone et enjeux des régions. Et ensuite, on ira avec l'entrevue que j'ai réalisée avec les 2 animateurs de la soirée qui s'est fait avant la présentation, avant la soirée. Sept-Îles, faut qu'on se parle. Ça avait lieu mardi soir, c'est ça? Exactement, au Cégep de Sept-Îles. Pour ce qui est du climat, donc voici les solutions qui sont ressorties le plus souvent. Donc bon, bien évidemment, on a l'électrification des transports, qui revient souvent. Donc on a les bornes de chargement en région, c'est ça qu'on nous dit. On dit on a des longues distances, il y a pas de bornes, donc l'alternative verte, elle est pas vraiment possible. Donc on a aussi taxé l'utilisation de la voiture en ville. Donc ça, il y a des pour, il y a des contre. Oui. Bon, bien évidemment, ça réduit les gaz à effet de serre, mais aussi bon, ça peut créer des inégalités pour les gens qui ont pas qui ont un faible revenu. Aussi, on avait réduire les pertes d'énergie. Ça, notamment, il y a plusieurs moyens comme mieux isoler les maisons. Et aussi la réglementation de l'industrie. Bon, on a le compostage systématique, Donc ici, on est fort, ça Côte-Nord, sur la villégiature, les restaurants, tout ça. Donc le but, c'est de créer des entreprises zéro déchet. Sur la question des premiers peuples, vous nous avez donné beaucoup de propositions. La première grande catégorie là, qui est ressortie, c'est l'importance de l'éducation pour donc travailler à une réconciliation entre les Autochtones et les Allochtones. Deuxième catégorie qui est ressortie dans l'enjeu des premiers peuples, c'est l'idée de revoir les institutions politiques au Québec pour y intégrer, d'une manière ou d'une autre, une représentation des 11 Premières Nations au Québec. Ça aussi, on l'entend beaucoup. Ça pose bien sûr toutes sortes de questions, à la fois sur le plan culturel, le plan constitutionnel aussi, mais c'est intéressant que ça soit ressorti ici. Troisième grande catégorie, vous avez beaucoup mentionné la problématique du manque de représentation des réalités et des cultures autochtones dans l'espace public, dans les médias au Québec. Moi, j'aime dire que les Autochtones font partie, avec certaines communautés immigrantes, avec certains groupes de la société, des groupes dont ils parlent peu souvent, et quand ils en parlent, ils parlent d'eux, mais on leur tend rarement la parole, on leur tend rarement le micro. Ouais, puis c'est pour on entend souvent parler du suicide dans les communautés, on souvent les mauvaises nouvelles. Exactement, tout ce qui va mal, puis pourtant on en a des belles initiatives qui parlent des jeunes, qui parlent des aînés dans nos communautés. Quatrième et dernière catégorie dans l'enjeu des premiers peuples, vous êtes beaucoup revenu avec cette idée-là qu'on a résumée en disant trouver des lieux pour se parler. Le troisième enjeu donc que vous aviez choisi ce soir pour la consultation, c'est la question des régions. Mm-hmm.
Donc voilà, donc il y avait le soutien à l'entrepreneuriat régional. Donc supporter les petites et moyennes entreprises, c'est une bonne façon de justement, comme on parlait tantôt, de se sortir de ces dépendances économiques-là envers les ressources naturelles. Aussi, on avait la transformation des ressources naturelles, donc les deuxième et troisième transformations en région. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent. Aussi, donc on avait développé le secteur des services publics, le gros bon sens aussi. À un moment donné, on était hier à Natashquan, puis il nous disait la caisse va fermer, Post Canada, c'est une autre histoire. Ouais. Donc c'est ça, les programmes d'éducation équilibrés. Aussi, donc c'est justement pas seulement former les étudiants à aller dans un secteur spécifique, mais aussi de les former pour s'adapter au marché du travail. Aussi, décentralisation, on avait de l'autonomie dans les décisions économiques. Et c'est vrai, on daigne souvent même pour des gros projets, on a presque pas on a des consultations, mais on n'a pas consentement souvent sur des gros projets publics qui touche malheureusement l'environnement beaucoup aussi. On avait des programmes de péréquation, donc que l'État soutienne les régions pour pas qu'elles ferment avec un certain montant d'argent, tout comme le Canada fait un peu avec ses provinces aussi. Et aussi, on avait la régionalisation des ressources naturelles. Ça, il y a des pour et des contre. Tout ce qu'on récolte dans les ressources naturelles, ça revient pas nécessairement à nous. Si on défigure les territoires, mais on n'a pas les redevances qui vont avec. Vous venez pour l'événement, faut qu'on se parle à Sept-Îles. On a choisi des endroits déjà déterminés au Québec pour aller rencontrer les gens. Donc, j'imagine que vous avez déjà une petite idée de qu'est-ce que vous voulez venir chercher ici à Sept-Îles. On présume pas de ce que les gens vont nous dire ce soir, mais c'est sûr que là on vient de passer la mi-parcours de la tournée. Donc c'est sûr qu'il y a des choses qui ressortent. De région en région, de ville en ville, il y a des préoccupations qui se ressemblent. Ce soir, on s'attend bien sûr à aborder la question des relations avec les Premières Nations. On sait qu'il y a des communautés autochtones à proximité. Ça crée c'est parfois un facteur, souvent un facteur d'enrichissement culturel, mais on se cachera pas que ça crée aussi des tensions. Donc on a envie d'aborder ces questions-là. Il y a aussi la question des régions. Donc de l'avenir des régions du Québec qui va être au menu. C'est une question très large, mais qui suscite beaucoup de débats partout où on passe. On était à Natashquan hier et ça a été là aussi un des enjeux principaux de notre discussion. On sent qu'il y a beaucoup de frustration dans les régions du Québec, des gens qui se sentent laissés de côté dans le débat public, qui se sentent pas considérés par les décisions politiques et économiques. Fait que on a bien hâte de parler de ça avec les gens de cette île. La question des Premières Nations, la question des peuples autochtones, ça doit être une raison de votre présence ou que vous teniez particulièrement à être ici aujourd'hui? Absolument. On est allé même visiter cet après-midi le Centre d'amitié autochtone de Sept-Îles, une rencontre entre autochtones et allochtones qui a été absolument enrichissante. Ça fait du bien de se parler, ça fait du bien de se regarder dans le blanc des yeux et de se dire certaines choses, d'un peu faire le pont entre le passé et le présent aussi, d'aller de l'avant, de trouver les solutions, comment on fait ça ensemble, allochtones et autochtones. Donc oui, moi je tenais à être ici à Sept-Îles. J'ai des amis qui viennent de la région également, des autochtones. Donc voilà, c'est pour ça que je suis ici aussi. Lorsqu'on tire un peu partout comme l'événement, on n'a pas nécessairement de sujet précis. C'est difficile des fois de ramener tout ça dans un livre ou un ouvrage. Comment on va réussir à faire le tout? Je vous dirais que c'est tout un défi et quand on a lancé le projet, ça a été une de nos inquiétudes. On se disait comment on va faire pour rassembler dans un texte cohérent les milliers d'idées qu'on va entendre partout au Québec et moi je suis assez surpris de constater que peu importe où on est, il y a des thèmes qui ressortent très fortement. Bon, celui qui ressort partout et je veux dire beaucoup plus que les autres, c'est la question de l'éducation qui ressort beaucoup, la question de la démocratie, la question de l'environnement. C'est vraiment des enjeux qu'on soit ici à Sept-Îles, qu'on soit en Gaspésie, qu'on soit sur le plateau Mont-Royal. C'est des sujets qui sont vraiment sur les lèvres de tout le monde. Donc, je pense que ça va être moins difficile que ce qu'on pensait de faire un résumé de tout ça parce que, et je pense que c'est une bonne nouvelle, on sent qu'il y a des préoccupations qui rejoignent les Québécois, peu importe leur génération, peu importe où ils sont sur le territoire. Je comprends que vous vous déplacez un peu partout au Québec, mais lorsque je parlais avec les gens autour de moi, on parlait d'exercices très montréalais, une montréalisation de ce type d'exercice. Quelle place aura une région comme Sept-Îles à l'intérieur du rapport qui sera fait à la fin?
En fait, il y a 60% de nos demandes d'assemblée qui sont à l'extérieur de la grande région de Montréal. On est allé en Abitibi-Témiscamingue, on est ici sur la région de la Côte-Nord, on s'en va même au Nunavik. Moi, je suis passée par Rimouski aussi. Donc, en fait, on était très conscients. C'est quelque chose qu'on avait peur aussi, que ça sorte pas de la grande région de Montréal, mais on a réussi à le faire. Puis, évidemment, les régions vont avoir une grosse place, en fait, dans le livre. J'ai même envie de dire que c'est probablement une des caractéristiques qui distingue l'initiative Faut qu'on se parle de tous les genres de projets semblables qui ont eu lieu dans les dernières années au Québec. Je pense qu'on est et de loin le projet de consultation citoyenne qui va être allé le plus entendre les gens à l'extérieur de Montréal. Maïté le disait, plus de 60% de nos rencontres sont à l'extérieur de la grande région de Montréal, pas de l'île de Montréal. Là. On va être allé dans, bien sûr, toutes les régions administratives, mais on n'aura pas juste fait un arrêt par région. Là, on va être allé vraiment partout sur le territoire, puis ça, on en est très fiers, mais aussi dans notre réflexion de départ. C'était un enjeu qui était là dès le début. La question des régions, c'est un de nos 10 enjeux, qui est sur le même pied d'égalité que des enjeux comme celui de l'éducation, de la santé, de l'environnement. La présence de quelqu'un comme Claire Bolduc dans le projet aussi, dont la réputation est plus à refaire en matière de réflexion sur la ruralité. Ça aussi, je pense, tout ça ensemble, ça nous donne une crédibilité, je pense, importante sur la question des régions. Alors, on est très fiers de la place qu'on donne aux enjeux régionaux, aux enjeux ruraux dans notre démarche. Et donc, ouais, voilà, là-dessus, on n'a pas du tout à rougir de ça. Faut qu'on se parle. C'est loin d'être un projet de Montréalais, bien au contraire, puis on en est très fiers. Ce qui crée de l'urticaire chez les gens, c'est lorsqu'on parle de tabletter un projet ou un exercice comme celui-là. De votre côté, qui s'assure de rédiger le rapport de manière le plus réaliste possible et qui s'assurera que ça ne soit pas tabletté? On a une équipe dont la seule tâche, c'est de synthétiser tout ce qu'on récolte sur le chemin de la tournée, que ce soit les résultats des consultations publiques comme ce soir ou les notes qu'on prend dans les assemblées de cuisine. Donc, on a une équipe qui fait juste ça. Faire des synthèses, produire des résumés, et à partir de ça, on va rédiger notre bilan dans les prochaines semaines, dans le prochain mois. Et donc, il y a un processus qui est en place depuis le début où on essaie d'intégrer le plus de perspectives, le plus de positions possible, mais en même temps, essayer de partir de ce que les gens nous donnent pour réfléchir aussi. Faut qu'on se parle, c'est pas juste un gros sondage où on va juste dire cette proposition-là est sortie plus de fois que les autres. On veut vraiment réfléchir à partir de ce que les gens nous donnent. Et pour ce qui est de la suite des choses, nous, l'engagement qu'on a pris auprès de la population, c'est de rendre public le rapport au début de l'hiver prochain, de regarder comment les gens, comment l'espace public réagit. Est-ce que c'est des propositions qui vont être reprises par des groupes, par des partis? On verra et même on l'espère. Mais il n'y a pas de plan là tout fait d'avance pour ce que Faut qu'on se parle va devenir une fois que ça sera fait. Madame Labrec-Saganache, et Monsieur Gabriel Nadeau-Dubois, merci beaucoup. Merci à vous. Côte-Nord. Attitude. Vous aimez prendre soin des enfants et vous aimeriez en faire une profession? Devenez éducatrice en service de garde en milieu scolaire grâce à la formation à distance en classe virtuelle interactive. Cette formation, d'une durée de 3 mois, est entièrement financée et vous est offerte en alternance travail-études. En avant-midi, l'enseignement théorique dans le confort de votre foyer et en après-midi, l'enseignement pratique auprès des enfants dans un service de garde près de chez vous. Pour information, 1-418-698-5000, 1-418-698-5000. L'UQAC ouvre ses portes le samedi 19 novembre de midi à 16h. Futurs étudiants, nous vous invitons à découvrir nos programmes d'études et à visiter le campus. À gagner, les droits de scolarité pour une première année d'études. Étudiants de la Côte-Nord, profitez du transport organisé pour vous rendre à l'UQAC. Inscrivez-vous uqac.ca/porte ouverte. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Et pour conclure l'émission Côte-Nord Attitude, on va prendre quelques minutes pour parler de l'école privée, l'Institut d'enseignement de Sept-Îles. Il y a plusieurs activités ces jours-ci, dont la porte ouverte dimanche après-midi. Jean-Sébastien Roy est toujours directeur de l'Institut d'enseignement de Sept-Îles. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour les gars. Et justement, on va en parler de la porte ouverte, mais peut-être d'abord rappeler, là, il y avait des activités cette semaine, entre autres, avec votre équipe sportive, le Noir et Or. C'est toujours très actif. Il n'y a pas juste des cours dans une école secondaire, hein? Non, puis justement, on avait notre équipe de hockey qui était à l'extérieur au Saguenay. On participe avec à la Ligue du Saguenay scolaire, à RSEQ. Et ça a très bien été encore. Les gens aiment ça. On a des victoires, des défaites, mais en général... Tant qu'on aime ça. Hein? L'important, c'est que les jeunes aiment ça et qu'il y ait une belle expérience. Ça a été très, très profitable. Wow. On a aussi... jeudi, c'était une journée pédagogique.
On a profité pour que les jeunes, c'est la journée noir et or justement, parce que c'est ça qui encadre toutes c'est un peu notre logo maintenant, notre slogan qui encadre toutes nos équipes et nos programmes artistiques aussi. C'est là que vous avez reçu des jeunes du primaire, là, jeudi passé. Oui, c'est ça, c'était le fun. Ils venaient essayer nos options. Parce que souvent, quand ils viennent aux portes ouvertes, comme là, dimanche, c'est les portes ouvertes qui s'en viennent. Je vais vous en parler après, mais ils viennent faire le tour des ateliers, mais ils ont le temps juste de prendre quelques minutes pour voir un peu chacune des options qu'on a. Là, de cette journée-là, ils pouvaient choisir une ou deux activités et les essayer vraiment en avant-midi au complet. Quelqu'un qui venait en hockey, en art dramatique ou peu importe, il voudrait vraiment voir, vivre, qu'est-ce que c'est d'avoir ça dans sa journée. Donc, même les journées pédagogiques, vos élèves sont à l'école et participent à la vie scolaire. Exactement. On a des élèves qui sont venus les accompagner. Puis ça, puis les jeunes du primaire étaient très contents. On a eu plus de 60 élèves là, qui sont venus essayer nos choses. Ils sont partis bien de bonne humeur. Jean-Sébastien, il nous en reste juste une école privée là sur la Côte-Nord, celle de Bécomo, malheureusement, a fermé. À cette île, ça devient presque un privilège là finalement pour nos études secondaires, celles de nos jeunes. On a un choix à cette île. On peut décider des laisser, des envoyer à l'école publique ou à l'école privée. C'est quoi comment elle se distingue de l'Institut d'enseignement de cette île là? Mettons de l'école Jean du Nord qu'on connaît aussi. Nous autres, ce qu'on veut faire, en fait, on crée pas, on n'a pas de compétition finalement avec personne sur cette île. Nous autres, ce qu'on veut, c'est offrir quelque chose de différent. Ce qu'on offre, nous autres, c'est peut-être c'est surtout basé sur l'encadrement et les choix qu'on peut donner, les différents services qu'on peut faire. Nous autres, à la base, ce qu'on veut, c'est que le jeune qui s'inscrit à l'école puisse sentir bien dans l'école, avoir quelque chose dans lequel il peut être bien. Soit que c'est un élève qui est en difficulté d'apprentissage, on va avoir des services pour lui. C'est un élève qui est très bon à l'école, qui est doué, il va avoir quelque chose pour lui. C'est un élève qui est sportif ou artiste ou peu importe, il va avoir quelque chose dans lequel il va pouvoir embarquer. Donc on mise sur les passions des jeunes. Là, la vieille image des bolés qui se retrouvent à l'école privée, c'est plus aussi vrai qu'avant. Là, c'est tout type de clientèle. C'est vraiment s'épanouir dans le type de cheminement scolaire adapté. Exactement. Nous autres, on se base sur un encadrement personnalisé. C'est quelqu'un qui arrive, qui a tel type, tel profil, on va lui donner qu'est-ce qu'il a de besoin. Puis on l'amène le plus loin qu'on peut. C'est là qu'on veut... c'est là-dessus qu'on veut se démarquer. Ça donne un choix aux parents. Peux-tu nous dire, est-ce que c'est plus coûteux si je fais le choix d'envoyer mon jeune du secondaire? C'est sûr que les familles, les budgets familiales, surtout dans certaines périodes de ralentissement économique, on calcule un peu, voir si on peut se le payer, le service. Est-ce que c'est plus coûteux que d'aller dans le système public? Là? C'est certain qu'il y a des coûts à ça, parce que nous autres, on est subventionné à un certain montant, mais il y a un coût qu'on n'a pas le choix de charger aux parents. Et comme je le dis souvent, là, ça donne le paiement d'une petite auto, là. Quand on paie par mois, là. Donc ça dépend tout le temps des choix que les parents vont faire. Mais nous autres, on les prend un par un, puis on s'organise, on les connaît tous par leur nom. Fait qu'on est capable d'aller dire, tel dossier, faut qu'on s'en occupe un peu plus, on a telle chose à faire. Et nous autres, même au Québec, là, puis ça a passé la Fédération des écoles privées, notre école, parmi toutes, même les écoles privées au Québec, on a un de ceux qui a le meilleur taux de diplomation. On a 92% de taux de diplomation. Fait quelqu'un qui rentre à secondaire 1, peu importe qu'il aille en secondaire 5, qui finisse avec un DEP, qu'il aille au cégep ou à l'université, il finit avec un diplôme à 92%. Puis ça, c'est même dans les écoles privées au Québec. J'inclus toutes les grosses écoles très, très connues, là. On est dans les meilleures. Fait que ça, on est bien content de ça. Et on se distingue aussi, je pense, par les programmes. À un moment donné, c'était les arts-études qui étaient célèbres. À un autre moment donné, le badminton, le hockey, les sports-études. Mais il y a aussi les sciences, l'enseignement de l'anglais. On a beaucoup de force. On a 8 options dans lesquelles ils peuvent embarquer, puis ils en font 2-3 fois par semaine. Donc, il faut qu'ils aiment ça. 4 options art, 4 options sport. On a hockey, badminton, soccer, volleyball féminin. On a multimédia pour ceux qui aiment beaucoup, ceux qui sont plus intellectuels et scientifiques et tout ça. On a l'art dramatique, l'art plastique puis la musique. Fait qu'avec ça, on est correct. On a aussi l'anglais enrichi qui, nous autres, qui nous amène bien du monde parce que les jeunes veulent être bilingues le plus possible, le plus proche possible. Et on a des voyages qu'on offre évidemment puis tout ça. Fait que on a plusieurs activités. Puis aux portes ouvertes dimanche, c'est ça. Ça commence à 10h jusqu'à 2h l'après-midi. Fait que les gens là, ils peuvent venir quand ils veulent. Il y a un lunch qui est offert. Puis les gens vont pouvoir parcourir l'école, venir voir une petite visite, là, poser des questions aux gens qui sont là. On installe des kiosques, quoi. Vos professeurs vont être là. Exactement. Parler un peu de leur discipline ou de leur programme. Tous les enseignants, entraîneurs, spécialistes, tout le monde va être là pour répondre aux questions. Venez voir. Puis poser des questions. S'il y en a qui ont des interrogations sur quoi que ce soit, on va être là pour répondre. C'est une belle année pour aller à l'IASI parce qu'on célèbre en même temps. C'est le 40e anniversaire. Il va y avoir surtout un gros souper, un banquet au printemps. Oui, c'est ça. On a commencé avec le souper de la Fondation en septembre pour inaugurer un peu le 40e.
Et ça va terminer avec le 20 mai avec un souper retrouvailles là on va vous donner plus de détails plus tard pour exactement qu'est-ce que ça va être, mais on invite tous les gens qui sont venus à l'école privée, pas nécessairement les finissants, là, quelqu'un qui est venu un an, pas de problème, on accepte tout le monde. Ce qu'on veut, c'est faire un gros party de retrouvailles là au mois de mai. Puis entre ces deux entre le début et la fin d'année, ça fait du monde c'est des milliers de finissants là. Le chiffre m'échappe là, mais on a eu plusieurs finissants et on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Là, la porte ouverte, c'est entre 10h et 14h ce dimanche à l'école privée 737 avenue Gamache. Spontanément, quand je t'ai demandé qu'est-ce qui vous distingue, tu m'as parlé d'encadrement. Ça prend quelle forme, l'encadrement? Quoi, on a du personnel, on a toujours le système de tuteur. Là, chaque élève a un professeur qui lui est attitré, à qui il peut rencontrer en dehors des cours. Mais sinon, qu'est-ce qu'on offre de plus pour l'encadrement? C'est certain que pour le niveau de l'encadrement, c'est comme je vous disais, c'est un encadrement qui est personnalisé. Donc, quelqu'un là, qu'on voit qui a tel type de caractère ou que... Il y en a qui ont de la misère avec l'anxiété. Il y en a que c'est... justement, qui sont très, très forts à l'école. Les autres, ils veulent aller chercher un petit plus, là. On travaille beaucoup avec des iPads. Nous autres, maintenant, avec les secondaires 1 et 2, ils travaillent que avec des iPads. On a gardé les livres. On les a pas jetés, mais on continue. Puis ça motive beaucoup les jeunes. Puis ça permet d'avoir un donner un apprentissage différent. Mais c'est ça. Au niveau de l'encadrement, c'est un encadrement personnalisé. Chaque jeune a son plan. Et ça contribue sûrement à votre succès en termes de réussite de vos élèves. Jean-Sébastien Roy, directeur de l'Institut d'enseignement de Sept-Îles. Un gros merci pour ton passage à Côte-Nord Attitude. Merci beaucoup, les gars. Et Tommy, un gros merci pour la co-animation encore aujourd'hui. À TV Cogeco cette semaine, on a une grosse émission. On revient sur le colloque de la lecture jeunesse, plein de choses là. Puis je viens de tourner Monsieur le maire vous répond et Madame la mairesse là, qui va être en ondes dans les prochains jours si ce n'est pas déjà fait. Donc des nouvelles éditions de mes émissions spéciales avec les maires de Sept-Îles et Port-Cartier. Plusieurs diffusions au 555 pour les abonnés de TV Cogeco. Au revoir tout le monde. Demain, il n'y a pas d'émission. Nos entrevues seront sur Internet. Pur FM. Pur FM.